Eh bien, bonsoir. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. On parlait justement à table, on avait une conversation très animée au niveau des émotions, et puis il y avait une question qui était posée concernant les événements mondiaux et tout ce qu'on vivait aujourd'hui par le biais de l'information, où on était constamment sollicité au niveau de notre plexus solaire. Alors, on faisait allusion à la navette qui venait d'exploser, aux icônes qui sointaient. Il y a bien des gens que ça bouleverse et je disais, ben moi, écoutez, moi, faudrait plus que ça. Il faudrait que la navette se mette à sointer et que les icônes éclatent au décollage. Alors, il y a donc des niveaux d'interprétation. On est touché différemment par des émotions différentes. Est-ce que, d'après toi, Raphaël, il y a aussi des niveaux d'émotions qui peuvent être vécus individuellement ou d'une façon planétaire, etc. Comment est-ce que tu situes d'abord le phénomène de l'émotion dans sa généralité d'expression? Il y a 7 degrés dans lesquels on peut cataloguer l'émotion à un premier niveau, et ensuite on peut le cataloguer à différents niveaux, c'est-à-dire à un niveau planétaire, à un niveau cosmique, à un niveau individuel. Les 7 degrés de l'émotion sont des subdivisions d'une région qui existe dans l'espace, qu'on appelle le plan astral. Parce que lorsqu'on parle en ésotérisme d'émotion, on se réfère à ce qu'on appelle l'astral. Bon, qu'est-ce que l'astral? L'astral est une zone qui est à la fois planétaire, c'est-à-dire qui englobe d'une certaine manière notre planète, et qui est également individuelle, c'est-à-dire qui retrouve sa contrepartie, sa totalité au niveau d'un individu, et dans lequel se développe ce qu'on appelle la force de l'émotion. Maintenant, la force de l'émotion, elle n'a jamais été, je dirais pas comprise, parce que vous savez que j'aime pas le mot, mais disons, elle n'a jamais été saisie par l'homme jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que avec l'avènement de la psychologie ésotérique, on commence à mieux comprendre, ou plutôt à mieux saisir et à mieux appréhender ce phénomène de l'émotion à travers tous ces plans énergétiques. Parce que on a l'habitude de dire l'émotion et on pense qu'on a fini. Mais c'est pas ça. Il y a donc les 7 degrés dont je vous parlais de l'émotion. Il y a 3 degrés inférieurs de l'émotion qui font partie, dans les anciens systèmes de tradition, de ce qu'on appelait le purgatoire et même de ce qu'on appelait l'enfer. Ce sont les forces émotives de répulsion. Alors, ces forces émotives de répulsion se divisent premièrement en ce qu'on appelle, si vous voulez, les passions. Alors, ce qui est passionnel à l'intérieur de soi, ça c'est une première catégorie. Il y a ensuite les impressions. Lorsque vous êtes impressionné par un phénomène, et il y a ensuite les souhaits. Vous souhaitez quelque chose. Bon, ça, c'est 3 premiers degrés d'émotion dans la sphère inférieure du plan astral. Il y a ensuite la sphère supérieure du plan astral qui correspond à la vie, à la lumière et au pouvoir de l'âme, c'est-à-dire du principe énergétique en l'homme, qui peut s'exprimer grâce à l'involution de l'esprit et, comme je vous l'avais déjà expliqué, le mécanisme qui fait que l'esprit tire de la matière de l'énergie. Alors, cette âme peut s'exprimer dans l'altruisme, dans la philanthropie, dans une relation émotive qui n'est pas de répulsion, mais qui est d'attraction, dans ces 3 sphères supérieures de l'astral. Et au centre, il y a une sphère beaucoup plus importante encore, qui est ce qu'on appelle, dans la psychologie ésotérique, dans la tradition occulte également, la sphère du sentiment. Hein? Alors ça, c'est un premier catalogage essentiel à faire si par la suite on veut essayer de comprendre ce qu'est à l'échelle planétaire et ce qu'est à l'échelle individuelle le monde des émotions, parce que c'est toujours la même énergie qui passe. Mais cette énergie, elle va entrer en vibration ou en résonance avec l'un de ces 7 plans en particulier, et va faire qu'un individu va être profondément animé par une énergie tout à fait particulière qui correspond par exemple à la zone des passions ou au pouvoir de l'âme ou à la zone des sentiments, etc. Donc, pour résumer, il y a cette sphère répulsive, inférieure de l'émotion, pas dans le sens moral, dans le sens vibratoire du terme. Il y a ensuite cette zone supérieure qu'on appelle donc l'astral supérieur, si vous voulez, et il y a la zone primordiale centrale où justement, face à un événement, et ça je vous expliquerai tout à l'heure dans le rôle de l'émotion dans la connaissance, donc il y a, face à un événement, ou bien on est indifférent, et alors là, on fait rien, ou bien on éveille un sentiment d'intérêt pour une chose ou pour une autre, et là, on passe à l'action, et là, on entre dans un mécanisme, justement, de connaissance. Je vous ai déjà dit dans des conférences précédentes que ce qui empêchait l'homme de connaître, ou d'atteindre un certain savoir, c'était l'émotion qui se trouvait dans les mots.
C'est un mensonge. Comme la plupart des choses que je vous dis d'ailleurs. C'est un mensonge pourquoi? Parce que ce n'est pas, en fait, l'émotion qui fait obstacle à la connaissance, c'est l'émotion qui permet la connaissance. Sauf que lorsque je vous ai dit que dans le mot, c'était l'émotion qui empêchait deux êtres de communiquer de la connaissance, je parlais d'une émotion au sens inférieur du terme, c'est-à-dire au sens d'une astralité inférieure. Alors que, évidemment c'est l'obstacle, alors que si vous élevez ce taux vibratoire au niveau de votre émotionnel, vous atteignez en fait le principe de relation et vous atteignez en fait le principe de connaissance réellement. Alors, vous avez donc ce plan astral et vous le retrouvez de constitué au niveau de votre individu. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'aura, c'est ce qu'on appelle le corps énergétique astral d'un individu. La plupart d'entre nous ne contrôlons pas nos émotions. C'est-à-dire que les structures énergétiques qui nous composent sur le plan émotionnel vibrent d'une manière négative, tournent d'une manière négative et deviennent en quelque sorte une plaque de réflexion pour des esprits contrôle. On a souvent parlé des intelligences de domination de l'Agartha, des forces qui nous contrôlaient, un peu comme des marionnettes sur les plans supérieurs. Comment peuvent-ils nous contrôler? Ce n'est pas par le mental qu'ils nous contrôlent. S'ils agissaient par le mental, ils nous communiqueraient de l'information télépathique, mentale, intellectuelle. C'est pas comme ça qu'ils agissent. Pour qu'on passe à l'action, pour nous diriger dans une direction très précise, pour nous faire poser un geste, il faut qu'ils viennent affecter notre corps émotionnel, notre corps astral. Et c'est par les émotions que ces intelligences de la domination, ces forces créatrices de la personnalité, nous contrôlent complètement. Parce que dans ce corps émotionnel, il y a des structures qui sont constituées de telle sorte qu'elles permettent justement à ces intelligences de venir se réfléchir dedans et nous contrôler de l'intérieur. Alors on croit qu'on a des émotions qui nous appartiennent, on croit que certaines de nos souhaits, certaines des impressions qu'on a, comme en voyant exploser la navette ou des choses du genre, on croit que ça nous appartient, que ça vient de nous, alors que très souvent, c'est une manipulation de l'extérieur. Et c'est pourquoi, si vous voulez, c'est votre désir au centre de l'universalité, passer dans une étape où ce sera l'homme nouveau qui s'établira sur la planète, eh bien, il faut d'abord commencer par un travail très important au niveau du corps émotionnel. Alors là, je vous reparlerai pas du pape ce soir, puisqu'on en a parlé déjà depuis 5 semaines, on m'a-t-on dit tout à l'heure. Mais disons que ce que la tradition pontificale, la tradition de l'Église enseigne, c'est précisément cela. C'est-à-dire d'en arriver à un contrôle de ce corps astral. Comment? En arrivant à maîtriser les tourbillons de force, qui sont des centres de perception. Alors, il ne faut pas voir l'émotion comme une vague notion psychologique. Il faut voir l'émotion comme la pénétration en l'homme d'une énergie qui passe à travers un système sensoriel que l'on a à l'intérieur de cette aura. Alors, ceux qui sont clairvoyants, en fait, c'est pas évident d'ailleurs pour tous les clairvoyants, mais ils aperçoivent au moins une notion de tourbillon dans ce corps. C'est-à-dire des courants d'énergie spiraliques qui tournent. Selon la rotation qu'ils ont, ils vont permettre ou bien à des forces de domination de venir influencer votre émotionnel, ou bien au contraire, permettre à votre esprit, votre ego de prendre le contrôle de l'émotionnel. Et c'est pourquoi, dans les traditions où on a voulu enseigner le contrôle de l'émotion, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a enseigné aux gens à travailler sur les aspects inférieurs, si on veut, de l'émotion. Maintenant, il y a des méthodes techniques pour le réaliser. Je vais vous donner un exercice ce soir qui est très important parce que il permet justement à un individu de commencer d'une manière technique à manipuler ses énergies. Nous devons être beaucoup plus que des hommes de bonne foi ou de bonne volonté. On doit être des êtres compétents. C'est-à-dire, on doit connaître les méthodes, on doit connaître les mécanismes, ça vous fera plaisir, de la circulation des énergies en soi. Or, si on connaît cela, ensuite, on peut passer à l'action. Alors, cet exercice, il est très simple, c'est le suivant. Pour en arriver à un contrôle de ses émotions, il faut en arriver à faire circuler les énergies dans ce corps vibratoire qui nous entoure dans un circuit très précis qui est le suivant. Du côté gauche de la tête, en passant au-dessus de la tête, par le côté droit et en remontant. Si vous êtes dans un état à un moment donné où vous ne vous contrôlez plus émotionnellement, pour une raison ou pour une autre,
et que là, vous sentez que vous allez bientôt perdre le contrôle, au niveau de colère ou passionnel ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez faire cet exercice. Déjà, lorsque vous avez encore suffisamment de contrôle pour le faire, déjà sur place, faire cet exercice, qu'est-ce qui va se produire? Parce que parce que vous êtes dans un état où vous êtes dominé vibratoirement sur le plan émotif, votre courant d'énergie circule sur l'autre sens. C'est ce qui permet à ces forces de domination, à ces émotions extérieures de vous influencer. En faisant un effort de volonté, parce que tout est au niveau de la volonté, en faisant un effort de volonté pour actionner ces courants d'énergie dans le sens opposé, qui est le sens correct, eh bien, à partir de ce moment-là, vous acquérez sur le champ un certain contrôle de l'émotion. Si vous le faites régulièrement, le matin, lorsque vous vous réveillez, que vous revenez d'un voyage où vous avez été sur les plans de l'émotionnel, vous avez quitté votre corps physique et là, vous avez vibré à cette dimension de l'astral, lorsque vous retournez dans votre corps physique le matin, vous vous réincarnez, eh bien, c'est beaucoup plus facile parce que vous êtes encore imprégné de la haute vibration du monde astral de faire cet exercice. Et si vous le faites régulièrement, il va se produire deux choses. Il va se produire d'abord un contrôle accru des émotions qui va faire que vous allez passer d'un homme qui se laissait manipuler sur le plan émotif à un homme qui contrôle son énergie d'émotion, qui peut s'en servir dans une direction précise. Ça, c'est la première chose qui va se produire. La deuxième chose qui va se produire, c'est le développement de la clairvoyance, c'est-à-dire de l'authentique connaissance dont sera investi l'homme nouveau. Comment est-ce possible? C'est que dans le mécanisme de la connaissance, il y a un mécanisme émotionnel qui opère. Les clairvoyants qui ont la vision dans l'astral, c'est-à-dire qu'ils peuvent visualiser l'aura, qui peuvent visualiser certaines choses sur le plan émotionnel, se sont rendus compte d'une chose, c'est que lorsqu'ils visionnent un objet sur le plan astral, ce n'est pas tellement l'objet comme tel, sur un plan de forme, etc., qui va les marquer, mais c'est une sensation intérieure. Ils vivent une sensation intérieure. Ils vont regarder l'aura d'une personne et malgré qu'ils ne soient pas très au courant des couleurs, des correspondances des couleurs avec un état psychologique ou un autre, eh bien, ils vont intérieurement sentir quelque chose. Ça, c'est la différence entre avoir des yeux et ne pas voir, des oreilles et ne pas entendre, et avoir des yeux et voir, et des oreilles et entendre. C'est cette dimension qui est vécu par le clairvoyant lorsqu'il vibre avec un objet et qu'il le perçoit sur ce plan astral. Pourquoi? Parce que c'est le plan des émotions. Et c'est pourquoi je vous dis que, en un sens, l'émotion est fondamentale parce que c'est par l'émotion que vous entrez en relation avec quelque chose. Or, la connaissance, ce n'est pas de garder une distance par rapport à une chose, on en a souvent déjà parlé, c'est d'entrer en connaissance avec elle, c'est-à-dire de s'unir. Hein? Et comment peut-on s'unir? Ben, c'est par l'émotion. Prenez un exemple très, très banal. On va commencer par le bas. Vous êtes avec votre époux, votre épouse ou quelque chose comme ça, et vous voulez entrer en relation avec elle. Est-ce que vous allez arriver près d'elle ou de lui et lui dire tu es un composé à 90% d'H2O, tant de pourcents de lipides, tant de pourcents de ci, de ça. C'est ça que vous allez faire. Si vous faites ça, vous n'entrerez pas en relation. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Il faut que vous y mettiez du sentiment. Il faut que vous y mettiez de l'émotion. Alors, vous allez lui dire tes yeux sont comme des saphirs, etc., etc. Hein? Vous êtes mieux que moi, d'ailleurs, pour faire tes oreilles comme des coquillages des mers du Sud. Ah, voilà. J'étais convaincu que vous aviez un meilleur sens que moi du romantisme. Bref, vous utilisez quoi? Vous utilisez un langage qui est chargé d'émotions. Hein? Bon, et là, vous entrez en relation avec elle. Je me souviens, lorsque j'étais très jeune, j'étais un lecteur d'encyclopédie. Et j'aimais beaucoup le latin. J'étais pas religieux comme aujourd'hui, mais j'aimais beaucoup le latin quand même. C'était une prédisposition. Et à cette époque, donc je m'intéressais à la minéralogie, à l'entomologie. Alors les insectes puis les roches. Et j'avais appris par cœur tous les noms latins des papillons qui étaient usuels, des insectes usuels, puis des roches. Hein. Je l'ai déjà dit, différence entre roches minérales et minérales. Enfin, j'étais beaucoup intéressé par l'aspect scientifique, surtout par l'aspect de terminologie latine. Bon. Alors, quand j'allais à la chasse aux papillons, parce que j'étais donc un collectionneur de papillons, j'attrapais un papillon, par exemple, si je voulais par la suite en parler avec des gens, hein, je pouvais pas arriver et dire, c'est ce que je faisais, parce que j'étais orgueilleux, j'étais un intellectuel, je suis d'ailleurs toujours un peu. Alors, j'arrivais donc sur place et je leur disais, je viens d'attraper un Danaus plexippus.
Hein? Bon. Il n'y a pas de contact. Pas de lien du tout. Ah, moi, je suis mental, j'ai la connaissance, c'est le terme juste d'Anaeus Plexippus, la famille, vous avez tout dans ça. Hein? Alors que j'aurais dû lui dire, je viens d'attraper un beau gros papillon jaune orange. Sans Là, quoi, on aurait passé. sans quoi il pourrait penser que tu viens d'attraper un herpès ou une maladie honteuse. N'importe quoi. Communique pas vraiment comme ça. Genre, il y a aucune communication. Je me souviens aussi, je vais donner un autre exemple, je raconte ma vie ce soir. Je me souviens également, quand j'avais appris, pas à l'école parce que j'aimais pas tellement, mais lorsque j'avais appris un peu de chimie, des rudiments de la chimie, on m'avait dit à ce moment-là que le sel de table, c'était du NaCl. C'était un mensonge, de toute façon, parce qu'il y a bien plus que ça. Mais enfin, j'étais bien fier de savoir que c'était du NaCl. Je me souviens très bien du moment où j'étais allé à Thetford Mines, chez l'une de mes tantes, et j'étais assis à la table, et j'avais dit, pourrais-tu me passer le NaCl? Alors là, j'étais tout fier de dire à ma tante, qui savait pas du tout ce que c'était du NaCl, ben, c'est le sel de table. Ben, c'est exactement ça qu'un très grand nombre aujourd'hui d'ésotéristes qui veulent s'extraire des émotions font. Et ils vous arrivent avec des belles terminologies, des belles choses extraordinaires. Il n'y a aucune communication qui passe. Aucune. Alors, c'est ça qui est important de saisir à un premier niveau, c'est que si vous voulez avoir une relation avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous voulez atteindre une véritable connaissance, il faut passer par l'émotion. Le chimiste intellectuel va vous dire, ceci c'est de l'H2O. Saint François d'Assise disait « ma sœur l'eau ». C'est différent. Hein? Ma sœur l'eau, c'est la connaissance. Ceci est du H2O, c'est un orgueil intellectuel. Alors, dans la connaissance, il faut faire passer le cœur. Or, dans le mécanisme de tout l'organisme humain, si on reprend au niveau du microcosme, eh bien, on se rend compte qu'il y a les membres dont on a déjà parlé, le tronc et la tête. Bon, la tête, c'est l'intellect, c'est le mental. Les membres, c'est beaucoup plus le plan vital qui est condensé. Et le tronc, c'est le plan émotionnel. Et le cœur, c'est le centre de l'organisme. C'est l'organe relationnel de tout le corps. Et c'est aussi le lieu de l'amour et c'est aussi le lieu des émotions. Hein, vous avez eu une nouvelle en plein cœur. Hein, et méditer dans son cœur, etc. Toutes ces expressions que l'on connaît, soit dans la tradition populaire, soit dans la tradition ésotérique, sont des expressions qui montrent comment le cœur est un organe primordial dans cette expression de l'émotion. D'ailleurs, ceux qui donnent leur vie pour la connaissance, ceux qui donnent leur vie pour transmettre une vibration initiatique sur la planète, c'est par le cœur qu'ils le font. C'est un don de leur cœur, finalement, qu'ils font. Alors, ceci étant dit, eh bien, c'est au niveau cardiaque que véritablement la connaissance peut commencer à s'exprimer. Et c'est en cela qu'une expérience de conscience réelle, où la connaissance intervient, c'est une expérience où le plan émotionnel va être mis à profit et va vous permettre d'entrer, de vibrer en relation avec quelque chose. Sinon, c'est une froideur. Sinon, c'est un regard séparatiste. C'est quelque chose qui met une distance par rapport entre vous et la chose à connaître. Et je pourrais bien dire entre vous et la chose à aimer. C'est en ce sens-là donc que l'émotion devient ce support de la connaissance et n'est plus un obstacle. Mais évidemment, si vous avez une émotion qui vibre à un taux inférieur, eh bien, à partir de ce moment-là, ça va devenir, d'une certaine manière, une force de division parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'astral inférieur est un lieu de répulsion. Toute l'expérimentation en l'homme de déchirement se passe dans l'astral inférieur. Si vous vivez, bon, on a parlé la semaine dernière, c'est d'ailleurs la conférence la plus importante que j'ai donnée ici la semaine dernière. Et la semaine dernière, on a parlé beaucoup de cet aspect à l'intérieur de l'individu du quitter pour retrouver, etc. Cette espèce de division nécessaire. Eh bien, cette expérience de la conscience qu'on a décrite assez rapidement, assez brièvement la semaine dernière, c'était l'expérience de conscience que l'homme est appelé à vivre lorsqu'il est dans la zone inférieure de l'émotion. Tant que vous êtes dans la zone inférieure de l'émotion, vous êtes appelé à vivre ce déchirement, parce que c'est une force de répulsion. Alors que si progressivement vous transformez, vous transmutez cette matière, là vous ne vivez plus que l'attraction. Mais cette attraction, elle n'est pas plus facile psychologiquement à supporter. Hein? Un homme qui est dans la connaissance, face à l'éclatement de la navette spatiale, il va pleurer. Parce que il est en fusion avec ça. Il est en fusion avec les individus qui la composent, avec ce que ça représente, etc. Même s'il sait intellectuellement que c'est très bon. Parce que l'explosion était très bonne sur le plan intellectuel.
Sur le plan émotionnel, il va y avoir une vibration d'amour qui va passer et ça va l'affecter profondément dans son corps émotionnel. S'il est sur le plan inférieur, il va y avoir une force de répulsion, il va y avoir ou bien une révolte ou bien des choses du genre. S'il est sur un plan supérieur, il va vibrer en sympathie. C'est ça la sympathie. La sympathie, c'est déjà 90% de la connaissance. Avoir un rapport sympathique avec quelque chose. Rappelez-vous les vieux alchimistes, la poudre de sympathie, etc. C'est ce qu'ils voulaient atteindre. Ils voulaient atteindre un rapport d'unification avec l'autre. Et ça passe par l'émotion. Et le phénomène du coup de foudre, vous le placez où là sur cette échelle? Est-ce que ça fait partie des passions là de l'astral inférieur, le coup de foudre? Ça dépend à quoi ça conduit, hein. Ouais. Bon, il y a des coups de foudre qui sont j'oserais presque dire cosmiques. C'est-à-dire que il y a des individus qui à un moment donné parce qu'il y a une différence entre la connaissance d'un individu et sa connaissance consciente. Bon, les individus ont habituellement beaucoup plus de connaissances que ce qu'ils conscientisent de leur propre connaissance. De telle sorte que il peut y arriver dans ce fameux coup de foudre que deux individus à un moment donné se rencontrent, se retrouvent en fait sur la planète et intuitivement, ils savent qu'ils vont avoir un travail très très précis à faire ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une force d'attraction qui les réunit pour des raisons karmiques ou pour des raisons typiquement épigéniques, c'est-à-dire pour créer quelque chose de neuf. Alors ça, c'est au niveau de l'astral supérieur, pardon, que ça se passe. C'est-à-dire c'est dans le corps émotionnel d'un être qui s'est purifié face à un autre être qui s'est purifié. Et là, il y a une relation qui est une relation de connaissance, qui est une relation vibratoire, qui ne passe pas, comme mon expression célèbre, qui est pas la mienne, qui est celle de Madame Françoise Godette-Smith, par des frottements d'épiderme. Hein? Ça passe pas seulement par des frottements d'épiderme. Il peut y en avoir de temps en temps, mais c'est pas par ça que ça passe. Ça passe par une énergie transcendante. C'est une union des auras. C'est-à-dire, c'est une union attractive des deux unités émotionnelles, pour ne plus faire qu'un. Pour ne plus faire qu'une seule chair et un seul sang. Pourquoi? Pour ne faire plus passer qu'un seul esprit. Alors ça, c'est très, très valide et valable comme phénomène. Sauf que le même phénomène peut se reproduire d'une façon déguisée, mais alors là, contrôlée par ces fameux esprits contrôle sur les plans invisibles et par d'autres plans d'intelligence aussi, si votre corps émotionnel n'a pas été travaillé. C'est pourquoi la clé dans cette idée de saisir ou de comprendre l'émotion, c'est de soi-même travailler sur cette émotion. C'est de soi-même en arriver véritablement à activer ses courants de force, à activer ses courants d'énergie, et à savoir qu'en faisant cela, on se dirige dans une certaine direction, qui est celle de la volonté. Parce que on a tendance, et c'est un peu malheureux en ésotérisme actuellement, on a beaucoup cette tendance-là, c'est normal, c'est planétaire comme mal. On a tendance à vouloir rejeter différents aspects de la personnalité en se disant ces aspects de la personnalité sont inférieurs, ils font pas partie de notre programme. Par exemple, au niveau du corps. Alors on va un peu négliger le corps physique parce que on veut travailler sur des plans supérieurs, etc. On va négliger le plan vital. Bon, on va se retrouver anémique, faible, etc. On va négliger ensuite le plan émotionnel. Et c'est celui-là qu'on néglige le plus. Parce qu'on n'a pas cette clé de savoir qu'il y a des émotions qui sont des émotions de connaissance et qu'il y a des émotions qui sont des émotions qui nous font tomber sans connaissance. Et c'est avec ces émotions qui nous font tomber sans connaissance qu'il faut travailler et qu'il faut les transmuter. Mais pas rejeter tout le plan émotionnel. C'est vouloir rejeter dans l'univers, au niveau de l'individu, c'est-à-dire le cœur, au niveau de la planète, c'est-à-dire la couche astrale qui l'entoure, le seul lien, non pas seulement, là je vous l'ai fait passer un peu de manière légère, avec des exemples aussi légers, mais c'est d'une manière très précise que ça passe, c'est-à-dire que le champ astral qui entoure la planète est vraiment une couche de liaison entre le monde des archétypes, c'est-à-dire le monde de la pensée. On va voir ça dans 2 semaines, les processus de la pensée. Le monde de la pensée, tous ces éléments qui ont créé notre univers, et notre univers. Non pas réel, ce serait une illusion de dire ça, mais notre univers imaginaire, si on veut. L'univers tel qu'on perçoit, tel qu'on saisit. Alors la relation qui existe entre un concept mental et cet univers, c'est le plan astral. C'est-à-dire que si vous ne passez pas par le plan de l'émotion, il n'y a pas de contact. Alors vous avez beau, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, vous avez beau avoir un discours sur le monde, vous ne le rejoignez pas.
Parce que votre discours est sur un plan d'énergie qui vibre à un niveau très élevé, le monde concret est sur un autre plan et il n'y a pas l'échelle entre les deux. Alors c'est pourquoi vouloir rejeter l'émotion, c'est vouloir rejeter le lien, et vouloir rejeter le lien, c'est faire en sorte que l'homme ne soit plus en contact avec les plans supérieurs. Et là, vous manipulez. C'est ça. Alors l'émotion, c'est un peu comme le pape, là, c'est le pont entre le ciel et la terre. Souverain pontife, c'est ça. Pontife. C'est ça. Alors comment ça se fait en tout cas, je constate moi que je suis entouré de gens qui ne sont jamais d'égale humeur, peut-être à part ma belle-mère qui est toujours d'égale mauvaise humeur, là. Mais est-ce qu'on peut arriver un jour à vivre d'humeur toujours égale? Évidemment, ce qui est à atteindre sur le plan du développement de l'homme nouveau, c'est qu'un individu soit capable de se maintenir à un état stable. C'est-à-dire qu'il ne descende pas trop bas et qu'il ne monte pas très haut. Parce qu'il y a cette loi de compensation qui veut que si vous avez un élan mystique vers le haut, par compensation, vous aurez tôt ou tard une descente aux enfers. Mais est-ce que dans cette moyenne, on est dans la catégorie du sentiment à ce moment-là? Est-ce que ça correspond au milieu, là? C'est-à-dire, non, on n'est pas dans la catégorie du sentiment. Le sentiment, qu'est-ce qu'il permet? Le sentiment vous permet ou bien de diriger votre énergie sur le plan de l'attraction, c'est-à-dire les hautes sphères de l'émotion, philanthropie, etc., ou bien le diriger dans les sphères de la répulsion. Et alors là, c'est les combats. C'est ça le sentiment qui permet. Ce que je veux dire par un état stable, c'est que votre énergie émotionnelle, votre énergie astrale passe toujours avec un débit assez constant. Ça n'exclut pas qu'on soit un être passionné. Hein? Si vous étiez pas un être passionné, vous pourriez pas faire d'ésotérisme. Si j'étais pas un être passionné, croyez-vous que je pourrais être ici ce soir? On m'a d'ailleurs dit depuis 2 ou 3 semaines que c'était pas intelligent la façon dont je procédais. Bon, c'est peut-être pas intelligent, c'est pas important. Hein? Moi, je le fais dans une passion. Pas la passion vile, enfin, il y a peut-être un petit peu de passion vile là-dedans, mais c'est dans le sens où l'énergie vibre. L'énergie émotionnelle vibre. Il y a un désir de faire un contact, d'établir un contact. Alors évidemment, là, il peut y avoir comme une impression d'excès, c'est-à-dire une impression d'une énergie qui passe par saccade. Alors c'est pas à cela que je me réfère tellement, mais c'était surtout à un état psychologique, c'est-à-dire des gens qui vont s'exalter dans une direction, dans une voie, après être sortis d'une conférence. C'est très dangereux de donner des conférences, vous savez. On peut les donner sur un ton très monotone, comme je le fais de temps en temps, mais on peut les donner avec ces saccades émotionnelles. Si on le fait sur un ton très monotone, on travaille beaucoup plus au niveau de l'intellect. On fait quand même une formation sur le plan intellect. Si on le fait avec les saccades émotionnelles, on active le corps astral. Et là, le danger, c'est le suivant, c'est le danger qu'on a connu dans les mouvements protestants, les églises protestantes, etc., c'est d'activer les corps, les gens sortent, ils vibrent à un certain taux, et ensuite, ça redescend. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est pourquoi il faut être le plus plate possible lorsqu'on donne une conférence. Plate. Hein? Ni avec des pics trop hauts, ni avec des pics trop bas. Si vous sortez d'une conférence et que ça a été plate, c'est merveilleux. Il risque de rester quelque chose. Si ça a été une conférence très excitante, très emballante, vous risquez de subir la dépression, après vous dire c'était peut-être pas si intelligent que ça. Donc on pourrait dire quasiment que l'enthousiasme c'est une énergie négative dans le sens que ce qui la suit après ça c'est la dépression. C'est des pics, ça? Il faut faire attention quand même. Il y a un enthousiasme nécessaire pour rester à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'enthousiasme, vous chutez, vous restez en bas. L'enthousiasme vous permet ou bien de monter le pic, ce qui est difficile parce qu'il y a donc la descente par la suite, mais l'enthousiasme peut surtout vous permettre de rester sur la même tonalité. Parce que, qu'est-ce que vous allez rencontrer? Vous allez rencontrer tout autour de vous des gens qui, sur le plan émotionnel, sont dans un manque. Et vont attirer vers eux, votre propre substance émotionnelle. Parce qu'on est dans une société, c'est malheureux de le dire, mais on est dans une société d'être dépressif. On est dans une société d'êtres qui, sur le plan émotionnel, sont complètement déchargés. Parce que on les a déchargés un peu comme on désensibilise des gens. Avec le cinéma, avec la télévision, avec des grands spectacles d'Hollywood comme on a vu cette semaine. On les a désensibilisés. Alors, ils voient une explosion dans le ciel. C'est une explosion dans le ciel. Hein? Ils voient une catastrophe quelconque. C'est une catastrophe quelconque.
Alors, on les a tellement déchargés sur le plan émotionnel qu'ils sont dépressifs aujourd'hui, qu'ils ont toutes sortes de problèmes sur le plan psychologique. Et quand vous les rencontrez, ces gens-là, si vous n'avez pas l'enthousiasme initiatique, c'est-à-dire si vous n'avez pas un enthousiasme de fond qui vous vient d'ailleurs, qui pénètre en vous par des plans intérieurs, des plans intérieurs et des plans supérieurs, vous ne pouvez pas tenir. C'est-à-dire que vous êtes vampirisé, hop, vous tombez. Alors, c'est en ce sens-là que l'enthousiasme, quand même, est une force, est une énergie absolument essentielle. Si vous n'avez pas d'enthousiasme dans une chose que vous faites, vous ne pourrez pas la réaliser. On connaît ça en ésotérisme, parce qu'en ésotérisme, on est entouré de façon privilégiée de dépressifs et de gens qui ont des manques sur le plan émotionnel. Alors, si on est dans une organisation, dans une école ou dans l'organisation de quelque chose, peu importe, eh bien, cette force émotionnelle tout autour de soi, qui est une force de captation plutôt que de transmission, eh bien, va complètement vous vider si vous n'avez pas ce surplus constant d'énergie émotionnelle à donner. Et à le donner, évidemment, d'une façon correcte, c'est-à-dire d'une façon altruistique, d'une façon supérieure. Vous êtes donc Sur le plan intérieur, par exemple, par certaines visualisations, et ça, c'est un autre exercice important. Lorsqu'on fait une visualisation et qu'on veut atteindre une perception du plan astral, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas s'intéresser tellement à la forme, encore une fois. Il faut s'intéresser à la couleur de cette visualisation, et il faut s'intéresser surtout à ce qu'elle dégage comme sentiment. Il faut l'aborder sur un plan émotionnel, c'est-à-dire faire vibrer l'énergie qu'elle génère sur le plan émotionnel. Et alors là, en faisant un exercice de ce genre-là, vous pouvez rendre à l'intérieur de vous ces imaginations, ces visualisations qui sont trop souvent très intellectuelles, vous pouvez les rendre vivantes. Et vous transformez vous-même. Parce que là, vous générez sur le plan invisible des forces. Les anciens étaient en mesure de créer sur le plan invisible un ange gardien. Et ils le créaient de toutes pièces, par leur force d'imagination. Autrement dit, ils développaient sur le plan invisible une fiancée. C'est un peu ça qu'on doit faire. Ils développaient sur le plan invisible une fiancée, et cette fiancée était leur contrepartie énergétique. Et c'est avec elle qu'ils pouvaient arriver à quelque chose de concret sur tous les plans, sur le plan très, très matériel de leur existence, comme sur les autres plans d'énergie. Alors, on est en mesure aussi, c'est encore une autre forme d'utilisation des forces émotionnelles, de générer cette épouse fidèle sur les plans invisibles. C'est-à-dire de générer cette énergie émotionnelle correctement canalisée, qui va nous permettre d'établir enfin cette fameuse relation de connaissance. Vous avez dit tantôt que le plan astral, en fin de compte, et dans son temps, lui, serait détruit. Que va devenir alors les guides astrales, l'ange gardien et puis la fiancée qui l'habite? Lorsque le plan astral va être, si on veut, détruit, ce qui va se passer, c'est une assimilation de la chose. C'est-à-dire que l'individu va assimiler en lui toutes ses forces. D'ailleurs, si le plan astral n'est pas détruit aujourd'hui, c'est que l'homme n'est pas capable d'assimiler tout l'univers qui l'accompagne sur le plan émotionnel, sur le plan astral. Il n'est pas capable encore de tout réassimiler son feu pour qu'il n'y ait plus de feu dans l'enfer. Il n'est pas capable encore de tout réassimiler ces créatures qu'il a générées sur le plan astral. Et finalement, il lui faut, en quelque sorte, une matrice planétaire pour que sa propre expérience se fasse aussi sur le plan émotionnel. On pense parfois qu'on ne fait de l'expérience que sur le plan matériel. C'est pas juste. On en fait aussi sur tous les autres plans. On est dans des grandes matrices. Bon, la Terre, c'est une grande matrice pour l'homme ordinaire, c'est une grande matrice matérielle où on peut faire d'expériences matérielles, mais tous ces autres plans existent réellement. Alors, si la matrice est là, c'est que nous ne sommes pas matures. Nous ne sommes pas, pour prendre une expression que j'aime beaucoup, des enfants matures. C'est-à-dire qu'on n'en est pas arrivé à contrôler justement toutes ces émergences de nous-mêmes. On n'a pas encore assimilé en soi toutes ces forces. Alors on a besoin de cette substance extérieure. Alors il ne faut pas vouloir condamner cette substance extérieure. C'est surtout ça qu'il faut faire. Et si on arrive à ne pas condamner ça, eh bien on peut faire un travail et intégrer toutes ces énergies. Il faut aller chercher tout ce que l'on peut aller chercher. Bon, si j'ai compris que le plan astral était habité en quelque sorte par des morts, c'est ça?
par des morts. C'est le monde de la mort, oui. Pour que ce réservoir se vide, il va falloir que ces morts s'incarnent. Non? Ça n'a rien à voir. L'incarnation, ça fait partie d'un mécanisme de circulation, si on veut, d'une population sur les plans invisibles, d'une population sur le plan visible. Mais pour vider l'astral dans le sens où l'astral ne soit plus nécessaire, ce n'est pas des gens qui vont se réincarner qui vont permettre ça. C'est des gens qui vont ressusciter. C'est-à-dire des gens qui n'auront plus besoin de ce cycle-là d'incarnation, qui n'auront plus besoin de venir sur le plan matériel. Hein? Tant qu'il y aura des gens qui viendront s'incarner sur le plan matériel, l'astral va être nécessaire pour les supporter dans l'invisible, pour les supporter aussi dans leur expérience sur le plan matériel. Alors le monde émotionnel à ce moment-là est très utile. Lorsque le monde émotionnel ne sera plus nécessaire, c'est lorsque l'homme ne se réincarnera plus sur le plan physique. C'est lorsque l'homme ne vivra plus non plus sur le plan vital. C'est lorsque l'homme ne vivra plus sur le plan astral, mais qui va vivre dans la pleine compréhension du mental, dans la seule dimension du mental. Là, ce sera plus utile pour nous. Hein? Alors pour nous, il y aura plus de monde astral. Pour les entités inférieures, il y en aura toujours un, ça servira toujours à un autre niveau, mais pour nous, ça n'existera plus comme expérience de vie parce qu'on n'y pénétrera plus. Mais on est loin de cela. Hein? On n'a pas encore terminé de vivre nos expériences matérielles. C'est pourquoi c'est beaucoup plus une recherche d'équilibre, beaucoup plus une recherche de contrôle, d'harmonisation que l'on doit faire sur le plan émotionnel, qu'une recherche de couper cet émotionnel. Donc, transmuer, c'est intéressant. La notion de transmuer, la notion de neutraliser aussi à un certain niveau est intéressante. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est que cette émotion-là ne nous dépasse plus. Ne plus être dépassée par les événements de l'émotionnel. Être capable, en toutes circonstances, dans tous les phénomènes qui nous entourent, de contrôler, justement, cette entrée, cette sortie, cette circulation de l'émotionnel. Si on est capable de réaliser cela, à partir de là, on peut la canaliser, cette énergie émotionnelle, et la faire excréter par le point, justement, d'émission. Bon, vous avez déjà vu Hull, par exemple, dans les égrégores, l'émission pour enfants. Très bonnes émissions pour enfants à ce niveau-là. Alors, Hull et d'autres personnages, donc, dans la science-fiction, ont souvent un cercle ici, en vert. Bon, qui avait ça aussi? L'homme de fer, dans les bandes dessinées. Alors, ils ont un cercle ici, en rond, et ils peuvent tourner ce cercle et faire un rayon laser. C'est ça que l'homme doit arriver à faire. Il doit arriver à capter les énergies du tellurisme, les énergies vitales, les énergies matérielles, les énergies mentales aussi, les énergies émotionnelles par son tronc et faire un rayon laser. Unir le vital et le mental dans cette énergie de l'émotionnel et là, canaliser ça. Et lorsqu'il émet ce rayon émotionnel, là, il fait une action. Il commet un geste. Il commet quelque chose qui crée du mouvement. Et c'est ça, l'évolution, c'est le mouvement. Donc, la clé de notre évolution aujourd'hui, c'est là qu'elle se situe. Et c'est pourquoi les hommes qui évoluent, regardez, c'est important de comprendre ça, c'est très important. Regardez les gens qui avancent aujourd'hui sur le plan d'évolution. Ils ont des problèmes cardiaques. Tous. Presque tous. Parce que, justement, ils font un travail à ce niveau-là. Ça, c'est une clé fondamentale. C'est pourquoi, d'ailleurs, certains exercices ont été retirés des écoles ésotériques. Créent des problèmes sur le plan cardiaque. Bon. Alors, ce travail, il n'est pas seulement émotionnel, encore une fois, sur un plan psychologique. Il est émotionnel sur un plan physiologique. Il affecte les fibres même de notre corps. Il affecte la circulation même de nos forces vitales. Ça joue jusque dans nos cellules. Hein. Et nos cellules, ils sont programmés selon un certain circuit émotionnel, qui est un circuit d'auto-réparation, d'auto-construction, de survie. Hein. Et ces cellules doivent éventuellement ne plus fonctionner dans ce sens-là, mais fonctionner dans une espèce de renversement de leur énergie, pour devenir des unités uniquement vouées à la perpétuation du fluide de l'évolution et non pas du corps lui-même, de la structure elle-même. Là, les cellules actuellement sont programmées sur le plan de l'émotionnel inférieur. Et plus tard, ces cellules doivent commencer à vibrer sur les plans du pouvoir, de la vie, de la lumière de l'âme.
Et alors, à partir de ce moment-là, l'homme va pouvoir exprimer dans la vie de tous les jours une émotion qui sera supérieure, une émotion qui sera élevante, sans même qu'il ait à parler, parce que l'émotion passe au-delà de la parole, sans même qu'il ait à parler lorsqu'il va passer dans un lieu, les gens autour vont se sentir rééquilibrés. Les gens autour vont sentir qu'ils avaient des malaises qui sont disparus, qu'ils avaient des problèmes sur le plan intellectuel à comprendre une réalité ou à une autre, qu'ils ont la compréhension. La compréhension, le savoir instantané parce que cet individu-là passe près d'eux. C'est ça un être qui a un contrôle complet de ses émotions et qui fait en sorte que les émotions réalisent leur véritable but, qui est la transmission, la fusion des deux principes d'énergie. Alors un homme comme celui-là, c'est un peu un homme comme je vous parlais la semaine dernière. Hein? C'est un homme qui vraiment fait de l'ésotérisme. Autrement, on perd son temps, on fait de l'intellectualisme ou on fait une chose qui nous retarde dans notre évolution. C'est tout simplement ça. Les Gaulois, là, avaient qu'une seule crainte, c'était que le ciel leur tombe sur la tête. Dans l'éventualité d'une troisième guerre mondiale, est-ce que ce serait pas en quelque sorte le ciel astral qui nous tomberait sur la tête? Autrement dit, d'une façon vulgaire, quand on crache en l'air, est-ce que ce n'est pas l'astral qui nous retombe dessus? Lorsqu'on crache en l'air, c'est l'astral qui nous retombe dessus, parce que c'est l'astral qui est le processus, comme je disais tout à l'heure, de conséquentialité. Bon. Maintenant, dans l'astral actuellement, dans l'émotionnel actuellement, il y a une force qui est tout à fait autre, qui est cette force qu'on appelle le supramental. Et cette force supramentale qui a pénétré l'astralité de la planète fait en sorte que, chez certains individus, ils peuvent cracher en l'air et ça ne leur retombe jamais dessus. Et si nous ne vivons pas actuellement un conflit nucléaire généralisé, si nous ne sommes pas tous des êtres difformes, hideux, horribles, si nous ne sommes pas tous cristallisés avec des cornes, avec une queue, avec des doigts fourchus, c'est parce qu'il y a cette force dans l'astral. Parce que si on récoltait, et on avait récolté jusqu'à maintenant tout ce qu'on a semé, eh bien je vous garantis que vous regarderiez les hommes et ce qu'ils ont mérité sur la planète, et ils seraient tellement différents de l'idée qu'on se fait d'un homme, que vous ne pourriez pas dire ce sont des humains. Ce seraient des êtres qui auraient une apparence rocheuse, qui auraient une apparence assez semblable à certaines choses de Star Trek, c'est-à-dire des êtres tout à fait cristallisés, des êtres qui ne sont que des aspirations de force. Ce serait des trous presque d'aspiration, des manques d'énergie. Ce serait des manques d'énergie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par une énergie spéciale qui a été donnée à l'humanité, nous n'avons pas à craindre que le ciel nous tombe trop sur la tête. C'est-à-dire que cessez de parler de vos troisième guerres mondiales, de vos explosions nucléaires, de ces choses-là. Ce sont des choses qui font pas partie de la programmation actuelle de l'humanité. L'humanité actuellement se dirige vers la libération. L'authentique libre arbitre se dirige vers une reformulation de son mental, une reformulation de son émotionnel, vers une réconciliation universelle, vers l'établissement d'une fraternité de tous les hommes, vers une pénétration de l'amour, vers une énergie d'altruisme et de philanthropie, vers la guérison, vers l'exorcisme, vers l'enseignement instantané de chaque individu. C'est là qu'on se dirige. On se dirige pas vers des catastrophes, on se dirige pas vers une guerre de ci ou une guerre de cela. D'ailleurs, ceux qui veulent faire la guerre, ils ont des freins qui viennent au bon moment les ralentir dans leur mouvement. Alors, c'est vers une énergie positive que l'on se dirige. Et on se dirige vers une énergie positive parce que, sur notre plan émotionnel, on est également capable de capter cette force autre. Je vous disais dans une conférence précédente sur la conscience supramentale que l'homme commence par vivre le supramental au niveau cardiaque, au niveau émotionnel. C'est pas pour rien que je vous disais ça. Si nous sommes capables aujourd'hui de vivre une expérience supramentale, c'est-à-dire une expérience d'universalité, c'est parce que dans l'émotionnel, il y a cette force. On va revenir avec notre sujet privilégié. Qu'est-ce que le pape cherche lorsqu'il ordonne un prêtre de son Église? Un choc émotif. C'est ça qu'il recherche. C'est-à-dire qu'il recherche à éveiller dans son corps astral une prédisposition à la captation du supramental.
Et lorsqu'il arrive par les paroles et par la puissance qu'il a à éveiller en l'homme cette réceptivité au supramental, cet homme commence à vivre d'une énergie nouvelle. Lorsqu'il y arrive, quand il n'y arrive pas, il fait un soupape. Oui, oui. Il y a des gens qui sont des soupapes, en effet. Mais disons que c'est le but. Pourquoi je vous dis cet exemple-là? C'est parce que on a beaucoup reproché à toute la spiritualité d'être émotionnelle. C'est qu'elle recherche le contact supramental par l'émotion. Par ce courant d'énergie, parce que c'est là que se situe actuellement une pulsion supramentale sur la planète. Elle est située là. Elle n'est pas située au niveau du mental, la pulsion supramentale. Un jour, elle va aller là. Mais actuellement, elle est pratiquement sur le plan astral. Bon, elle est là depuis son incarnation il y a 2000 ans, et comme pulsion d'énergie, elle ne peut être reçue et ressentie que par une transformation de ses propres émotions. Et c'est encore là la clé dans le processus de l'homme nouveau, du développement de l'homme nouveau. C'est une transformation de ses émotions, un contrôle de ses émotions qui fasse en sorte qu'on devient réceptif à cette énergie justement de non-conséquentialité qui est entrée dans la conséquentialité. Comment pouvions-nous un jour espérer aller au-delà de la loi? C'est en mettant ce qui est au-delà de la loi dans la loi. Donc, comment voulez-vous changer une société? C'est en entrant dans cette société. Comment voulez-vous changer une organisation qui fonctionne mal? C'est en entrant dans l'organisation. Alors, lorsque les forces de transmutation de la planète ont voulu changer l'humanité et la civilisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au cœur de la civilisation, le plan astral. Et là, ils ont commencé à agir de l'intérieur, dans le cœur même de cette civilisation, et ils sont en train de la transformer. Bon, il y a le comte de Saint-Germain, il y a toutes ces énergies, toutes ces intelligences qui font partie de la hiérarchie blanche, qui font partie des maîtres, si on veut, et qui font en sorte, justement, de rendre toujours plus accessible cette énergie supérieure qui passe par l'émotion et qui entre à l'intérieur de chaque individu. Quelle est la place à ce moment-là du plan éthérique par rapport au plan astral et son rôle, la fonction? Le plan éthérique, c'est un plan militaire. Hein? C'est pourquoi d'ailleurs on s'en va d'une certaine manière vers la construction d'une milice, parce que bon, il y a tout le développement sur le plan psychologique qui se fait, bon, sur le plan physique, qui se fait sur le plan éthérique, sur le plan astral, sur le plan mental. Plan mental, on en parlera dans 2 semaines lorsqu'on parlera des mécanismes de la pensée. Plan astral, on en parle brièvement ce soir. Le plan éthérique permet quoi? Il permet une répétition. Il permet un entraînement militaire. Bon, c'est le plan, comme je l'ai entendu dernièrement par un homme que j'estime beaucoup, la semaine dernière, c'est un plan juridique. C'est-à-dire que c'est une expression des philosophes de la tradition, c'est un plan juridique dans le sens où c'est véritablement la répétition, les patterns, la loi qui s'exprime. Alors ce plan éthérique, ce plan vital, c'est par ce plan-là qu'on peut se structurer, que l'on peut dans le plan émotionnel créer une forme qui soit réceptive à ces forces que l'on veut capter. Alors c'est pourquoi la première chose à apprendre pour l'homme, c'est l'obéissance, c'est la soumission à la loi, c'est l'utilisation des forces de la loi aussi, de construction. Exactement comme la plante lorsqu'elle se développe. Hein? Elle construit une feuille, une autre feuille, une autre feuille, et elle obéit à une règle de reproduction qui fait en sorte que les feuilles sont toujours semblables. Bon. Eh bien, de la même manière, l'homme qui travaille sur son plan éthérique, c'est le rôle des écoles ésotériques, alors que le rôle des religions, c'est au niveau émotionnel. Eh bien, dans les écoles ésotériques, on enseigne justement à construire ces différentes répétitions. Alors, on apprend aux gens par la répétition, par la soumission à la loi, par l'obéissance, à devenir des êtres qui contrôlent ce plan. Et ensuite, on les élève à un degré supérieur, bon, en leur permettant de vivre une expérience sur le plan émotionnel. Ensuite, on les élève à un degré supérieur, en leur permettant de vivre une expérience sur le plan mental. Ensuite, on les élève à un plan supérieur, en leur permettant de vivre une expérience sur un plan universel. Où là, ils se rendent compte que c'était 4 étapes nécessaires, qui faisaient partie de leur développement, et sans lesquelles ils ne seraient jamais arrivés au plan émotionnel, au plan universel, pardon. Alors, ils n'ont pas un effet de rejet, mais ils regardent cela, ils se disent, bon, à cette étape, j'avais besoin de ceci, à cette étape, j'avais besoin de cela, j'ai intégré les énergies, maintenant je peux être universel.
Mais il y a des gens, le problème, c'est qu'ils veulent être universels avant même d'avoir appris la leçon d'obéissance, avant même d'avoir appris à faire circuler les champs de leur corps émotionnel dans la bonne direction, avant même d'avoir appris les mathématiques et à compter des moutons. Ils veulent être universels. Ça, c'est une erreur. Bon, s'ils sont capables de vivre toutes ces étapes, ensuite ils peuvent être universels et se servir de toutes ces énergies. Mais avant, il faut qu'ils s'entraînent dans ces plans-là. C'est pourquoi l'entraînement est une notion importante. Vous avez ici un cours, le PMC, que je connais quand même dans ses premières étapes et qui est intéressant parce que il met justement cette notion d'entraînement à un niveau qui est le sien, mais il met cette notion d'entraînement. Alors ça, c'est une clé essentielle. Hein? On ne peut pas atteindre des résultats extraordinaires si on n'y met pas justement cette discipline. Alors le plan éthérique, le plan vital, c'est le plan de la discipline. C'est vraiment le plan de la discipline, de la juridiction, de la loi, de ces forces qui sont absolument nécessaires pour qu'ensuite on puisse être formé, être vraiment la structure voulue pour arriver à un résultat, qui est le résultat qu'on recherche. Les anciennes initiations se faisaient, je pense, par décorporation ou extériorisation du corps astral. Est-ce que ce genre d'initiation a toujours sa raison d'être aujourd'hui et quel peut être l'intérêt de créer une extériorisation du corps astral et d'aller sur le monde astral? Et quels sont conséquemment les dangers qu'il peut y avoir? Il y a plusieurs niveaux d'initiation. Hein. C'est assez juste que les initiations anciennes impliquaient de décorporer l'individu pour que cet individu-là puisse, en dehors de sa perception sensorielle, vivre ce qu'est la connaissance, c'est-à-dire une relation astrale où le plan physique et le plan éthérique ne fait pas obstacle. Et quelle connaissance il allait chercher là? Ils allaient chercher la même connaissance qu'un homme peut atteindre lorsque il regarde une personne. Vous ferez l'expérience, vous regardez une personne, sur le plan matériel, et bon, normalement, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous regardez sa forme extérieure, vous regardez qu'est-ce qu'il a l'air, etc. Au lieu de faire ça, essayez d'entrer un peu dans la lune. C'est-à-dire, regardez cette personne et éliminez l'aspect forme, l'aspect tout ça, et tout à coup, vous allez voir apparaître quelque chose d'autre. Vous allez voir apparaître une couleur. Vous allez voir apparaître même un champ de couleurs qui va l'entourer. Là, vous commencez à entrer en relation avec un plan émotionnel. Essayez de percevoir les émotions que cet individu-là émet, les sentiments qu'il émet, plutôt que ce qu'il émet en tant que personnalité physique. Et là, vous allez ressentir qu'est-ce que c'est que cette connaissance. C'est difficile à atteindre. Hein, il faut s'expérimenter souvent. Bon, pour le plan physique, c'est facile de voir les gens. Le plan éthérique, c'est très facile aussi. Vous vous mettez à la noirceur, vous regardez dans le vide. Vous allez voir de l'éther, c'est très, très simple. Le plan astral, c'est beaucoup plus difficile. Parce que d'abord, il faut qu'il y ait cette circulation d'énergie de façon précise, et ensuite parce que il faut faire abstraction du plan matériel. Bon, l'initiation d'autrefois permettait à un individu, sans l'effort de cet entraînement de faire abstraction du plan extérieur, d'arriver à vibrer en harmonie et d'entrer en relation avec l'émotionnel de la chose. Ça, c'était une connaissance très spéciale. Alors, très longtemps, on a eu besoin de cette expérience de sortie. On en a encore besoin parce que il y a certaines expériences qui sont vécues sur les plans invisibles, comme des cours, comme certaines étapes de formation qui nécessitent que l'on se dédouble, si on veut. Et alors, lorsque c'est le temps, c'est donné. Mais il y a des initiations qui ne demandent pas le dédoublement. Et ça existe depuis le début du christianisme. Évidemment, c'est là que la mutation dans les initiations se sont faites. Ce sont les initiations apostoliques, c'est-à-dire la transmission du pouvoir de prêtrise, etc. Ça se fait sans que le candidat sorte de son corps. Ça, c'est une initiation dans le corps physique. Ça, c'est donc possible depuis ce temps-là, alors qu'il n'y avait eu jamais d'initiation sur la planète qui avait été donnée à un individu sans qu'il sorte de son corps. C'était impensable autrefois. C'est possible maintenant à cause du fait que le plan initiatique qui est dans l'astral s'est incorporé dans un corps physique déjà. Alors, à partir de ce moment-là, on peut vivre cette expérience d'initiation dans son corps physique. C'est-à-dire qu'il y a eu un homme sur la planète qui a incarné cette force initiatique sur le plan astral dans un corps physique. À partir de ce moment-là, il est possible d'être initié dans son corps physique et de retrouver cette même activation, dynamisation de ce potentiel supramental en l'homme. Donc, il peut maintenant y avoir des initiations sans nécessairement sortir de son corps. Parce que
Bon, il y a plusieurs raisons pourquoi on veut sortir de son corps. La meilleure raison, c'est de travailler aussi sur les plans invisibles lorsque on est endormi sur le plan matériel, qu'on n'en peut plus sur le plan matériel. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire sur les plans invisibles, aussi bien être conscient que de le faire de manière inconsciente. Bon, alors c'est d'une part pour cela qu'une personne peut vouloir se dédoubler consciemment. Maintenant, lorsqu'elle se dédouble consciemment, elle n'a pas la protection de l'inconscience. Lorsque vous êtes somnambule, hein, et que vous allez marcher sur le bord de la corniche au 18e étage, aucun danger vous tombiez, sauf si quelqu'un vous dit « tu es sur la corniche au 18e étage ». Là, c'est presque assuré que vous allez tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans l'inconscience, vous êtes protégé. Pourquoi on a tenu des gens dans l'inconscience? C'est pas seulement pour les dominer, hein? C'est pour les protéger. C'est pour leur bonheur, oui, oui. C'est ça. Alors, en les protégeant, je fais des blagues comme ça, mais vous savez que quand je fais une blague, c'est toujours très sérieux. Donc, dans l'inconscience d'un individu qui, à chaque nuit, passe dans l'invisible, eh bien, cet individu-là vit véritablement des expériences sans danger. Éveillez-le sur le plan invisible, en lui transmettant une clé qui lui permet de passer dans l'invisible de manière consciente. Alors là, il peut se passer beaucoup de choses. Parce que là, il va voir que certains soirs, il est sur le bord de la corniche, et que certains autres soirs, il rencontre les monstres de ses rêves, justement. Il les rencontre consciemment, il doit les affronter consciemment. Les monstres dans l'astral ne sont pas dangereux si vous êtes indifférent, parce que vous êtes inconscient. Mais si vous avez l'intérêt qui est éveillé sur le plan astral, parce que c'est ça qui se passe. Si vous avez l'intérêt qui est éveillé, alors là, vous avez des relations de crainte, vous avez des relations de peur, vous avez des relations d'exaltation aussi, qui vous fait suivre un beau gourou habillé en vêtements astral, hein, qui vous amène dans des histoires absolument abracadabrantes et complètement ridicules. Vous êtes exalté, c'est votre gourou. Hein? Ou bien vous avez une peur atroce, c'est un monstre terrible. C'est ça qui est dangereux. Et c'est en ce sens-là que je vous dis, il faut connaître les limites de son imagination. Savoir que ce fameux gourou-là, c'est souvent nous qui l'avons généré, que le monstre aussi, et que ce n'est qu'une facette de nous-mêmes que l'on peut très facilement contrôler. Alors, sachant cela, il n'y a pas de problème, mais si vous n'avez pas eu une éducation avant, et puis que vous vous rendez là, vous risquez gros. Vous risquez d'ailleurs votre intégrité sur le plan de la conscience. Lorsque vous revenez dans votre corps physique, combien de gens font des bad trips? Hein? Grâce à la drogue, grâce à certaines substances qui leur permettent d'entrer consciemment sur les plans invisibles. Hein? Ils font des bad trips et ils reviennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils sont restés dans l'hallucination, dans l'illusion de leur imagination. Ils sont pas capables d'en sortir parce qu'ils n'ont pas appris à contrôler cette substance, à contrôler cette force. Alors ils sont complètement enlisés dans cela. Mais nous sommes tous, à un certain niveau, des drogués. C'est-à-dire que nous sommes tous conscients, à certains niveaux, de certains aspects de notre imagination. Alors, émotionnellement, on est des prisonniers très souvent. On est prisonnier d'une personne, on est prisonnier d'un groupe, on est prisonnier d'une situation qui, émotionnellement, nous contrôle. D'un fantasme aussi. D'un fantasme. Bon, lorsque je suis arrivé ici, d'ailleurs, je suis actuellement affecté sur un plan émotionnel pour des raisons quelconques. Eh bien, ça crée un enclos. Eh bien, on est toujours, d'une certaine manière, jusqu'à, évidemment, des libérations très élevées, on est toujours, jusqu'à une certaine manière, en rapport de dépendance face à une émotion que l'on génère, ou qui est générée autour de soi. Ça, c'est très, très important. Et c'est pour cela que on doit tranquillement comprendre, justement, en quoi, lorsqu'on est phobique, lorsqu'on a sur le plan émotif une perturbation, en fait, c'est quelque chose que l'on peut tranquillement utiliser, que l'on peut tranquillement mettre à un autre niveau, ne plus se laisser impressionner, contrôler, dominer par cela. C'est ça qui est fondamental dans le fond. Et éveiller un homme à l'expérience émotionnelle, c'est ça aussi qui est le problème de notre civilisation, parce que les plans invisibles vibrent de façon beaucoup plus grande qu'autrefois. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'êtres sensibles, beaucoup plus d'êtres psychiques, beaucoup plus d'êtres clairvoyants, qui, sans parfois le savoir, sont clairvoyants, c'est-à-dire ressentent dans un milieu, dans un cadre précis, des émotions, des énergies qui sont sur le plan astral. Et ça les touche beaucoup, ça les influence beaucoup. Plus vous êtes spiritualiste, plus vous êtes sensible, plus vous évoluez, plus votre substance, à tous les niveaux de votre corps, entre dans une vibration supérieure, plus vous captez ces forces. Et plus, d'une certaine part, vous êtes assujetti à ces forces.
Et c'est pourquoi, en même temps que on développe la sensibilité, on doit développer la volonté, qui nous permet, à un moment donné, de dire, voilà, je contrôle maintenant cette force émotive. Je contrôle maintenant cette énergie parce que c'est inutile que j'en sois dominé et assujetti. Il faut que par la volonté, je l'exprime. Mais la force de la volonté, elle n'est pas évidente, elle ne vient pas comme ça. C'est tout un apprentissage qui se fait. Et dans le développement de l'homme nouveau, l'émotionnel s'active avant la volonté. Et c'est pourquoi l'homme nouveau, devant le bulletin de nouvelles, va pleurer. Il va être affecté profondément, par un événement joyeux comme par un événement malheureux. Parce que tous ses corps vibrent. Et la volonté, plus tard, va venir faire en sorte que il y aura un contrôle. Il y aura plus trop de sensiblerie, il va y avoir un contrôle de ses forces. Mais avant, et c'est pourquoi je tenais à parler de ça ce soir, vous allez tous vivre, vous qui êtes sur le sentier du développement d'une conscience nouvelle, vous allez tous vivre une étape dans votre vie où cette sensibilité émotionnelle va être à fleur de peau. Et ça, lorsque ça arrive dans l'expérience d'un homme, il faut comprendre ce que c'est. Il faut comprendre que c'est une étape et il faut, à partir de ce moment-là, cesser les exercices de sensibilisation de la personnalité pour commencer des exercices de volonté qui permettent progressivement à cette énergie qui maintenant est disponible d'être canalisée dans une direction qui soit conforme à ce qu'on veut, bien sûr, obtenir. Excellent. Raphaël Payeur. Alors la cassette de cette première partie est maintenant disponible. Vous savez qu'à l'achat du billet pour la prochaine conférence de Raphaël, vous recevrez gratuitement cette première partie sur cassette. On fait une pause d'une demi-heure, on a le temps un peu ce soir, pour faire une pause un peu plus longue que d'habitude. Bon allez, 25 minutes. La boire en deux, il dit 20. Bon alors 25, il dit 20, c'est joli ça. Profitez-en pour poser vos questions par écrit. Là, vous avez des petits feuillets à cet usage sur les tables, là, puis faites-nous les parvenir en avant pour la période de questions qui durera 1 heure après cette pause de 20-25 minutes. Merci beaucoup de votre attention.